Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'urètre. On va le définir, le décrire, étudier ses rapports, sa vascularisation et son innervation et on conclut. Concernant sa définition, l'urètre est un conduit musculomembraneux, c'est le principal conduit excréteur de l'urine. Chez l'homme, il a en plus une fonction génitale. Concernant sa description, on va commencer tout d'abord chez l'homme, puis passer chez la femme. Alors, concernant l'urètre, il fait suite au col de la vessie. Puis, il va avoir un trajet qui est formé par deux parties principales, l'urètre postérieur et l'urètre antérieur. Alors, ici, il fait suite à la vessie et il comprend deux parties principales, l'urètre postérieur et l'urètre antérieur. L'urètre postérieur est fait de deux segments, l'urètre prostatique qui traverse verticalement la prostate. Ainsi, il reçoit les canaux éjaculateurs latéralement et en arrière. Et l'urètre membraneux, il est court, oblique en avant. Il traverse le plancher urogénital. L'urètre antérieur formé par l'urètre spongieux. Ici, c'est l'urètre spongieux qui pénètre par la face supérieure du corps et traverse tout l'axe du corps pour se terminer à l'extrémité du gland en bas. Concernant sa configuration extérieure, il a une longueur d'environ 16 cm. Pour la partie prostatique, elle est environ de 2,5 à 3 cm. Puis la partie membraneuse, elle est de 1,5 cm. Puis la partie spongieuse, elle est environ de 12 cm. Ici, c'est la partie spongieuse. Son calibre, en moyenne, elle est de 10 mm. Il présente à décrire trois dilatations. De haut en bas, on va avoir le sinus prostatique, le sinus bulbaire et la fosse naviculaire. Alors, on va commencer par le sinus prostatique. C'est une dilatation de 15 mm située dans la prostate. Il a la plus grande compliance et représente le réservoir du sperme au cours du premier stade de l'éjaculation. La deuxième dilatation, c'est le sinus bulbaire, environ 11 mm, localisé dans le bulbe du pénis. La fosse naviculaire, 12 mm, située dans l'extrémité du gland. Concernant son trajet et sa direction, attendez, on va revenir à l'autre diapo. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Alors, ici, c'est le sinus prostatique. Puis, ici, c'est le sinus bulbaire. Puis ici, c'est la fosse naviculaire. C'est la dilatation distale qui est située dans le gland. Alors, concernant son trajet et sa direction, il commence au niveau du col de la vessie et se termine au niveau de l'extrémité de la verge, comme on l'a précédemment cité. Il présente deux courbures lorsque le pénis est flaccide. L'urètre présente un trajet en S inversé. C'est bien visible. Alors ici, c'est la première courbure qui est dorsale et concave en haut, oui, en crânial et en avant, en ventral, qui correspond à la jonction entre l'urètre membraneux et l'urètre spongieux. Voici la deuxième courbure. Elle est ventrale, mais elle est concave en arrière et en caudale. Son trajet, il est grossièrement en S, avec deux courbures. Concernant sa configuration intérieure,
il a une muqueuse qui est rouge et présente le verruc montanum ou colliculus séminal. C'est une dilatation qui va recevoir les orifices des glandes prostatiques et les orifices des deux canaux éjaculateurs. Vous voyez très bien qu'il y a un orifice supérieur qui est l'utricule prostatique et en bas deux orifices. Concernant chez la femme, alors il fait aussi suite au col de la vessie et a un trajet oblique en bas et en avant, presque vertical, fait avec la verticale un angle de 30 degrés, divisé en deux portions par le diaphragme urogénital. Alors, ici, c'est le diaphragme urogénital, c'est l'ensemble des muscles qui ferment le bassin en bas ou bien le périnée. Donc, une partie supérieure pelvienne et une partie inférieure périnéale et se termine en bas par le méa de l'urètre au niveau de la vulve. Concernant ses dimensions, il est moins long que chez l'homme. Il fait 3 à 4 cm environ pour un diamètre de 7 mm. Au niveau de l'ostium, c'est la partie la plus étroite. Sa muqueuse est aussi rougeâtre et il présente des plis longitudinaux qui s'effacent à la distension. Ici, c'est les plis longitudinaux, ils sont bien visibles sur le schéma, mais je les mets en place. Alors, concernant les rapports, on va étudier les rapports premièrement chez l'homme, puis on va passer chez la femme. Alors, concernant l'urètre prostatique, il est en rapport avec le sphincter lisse de l'urètre et la prostate, puisqu'il la traverse. Concernant l'urètre membraneux, il va traverser le périnée et l'ensemble des muscles qui forment le diaphragme urogénital, formé par le sphincter strié de l'urètre, les muscles transverses profonds, la ponévrose moyenne du périnée, et il répond en avant à la symphyse pubienne. On va passer à la diapositive suivante. Alors en avant, vous voyez très bien la symphyse pubienne en avant et la partie périnéale du rectum en arrière. Latéralement, on a les glandes de Cooper. Il est entouré par le corps spongieux sur toute sa longueur et présente deux segments, périnéal et pénien. Ici, c'est une coupe horizontale de la verge montrant l'urètre spongieux entouré par le corps spongieux. Alors, ces rapports chez la femme, les rapports diffèrent. En arrière, on va avoir le vagin. Alors ici, c'est le vagin, c'est l'organe de la copulation. En avant, on va avoir la symphyse pubienne et le plexus veineux de Santorini. Latéralement, concernant l'urètre pelvien, qui est la partie qui est située au-dessus du plancher urogénital ou bien du diaphragme urogénital, c'est cette partie. Alors, il est latéralement en rapport avec le muscle élévateur de l'anus. Concernant l'autre partie périnéale qui est située au-dessous du plancher pelvien, donc il répond au bulbe vestibulaire et à distance au corps caverneux du clitoris. Concernant le méa externe de l'urètre, il est situé au niveau de vestibule, entre latéralement les petites lèvres. En avant, on va avoir le clitoris et en arrière, le méa vaginal. Ici, c'est des vues inférieures du périnée chez la femme, montrant les rapports du méa externe de l'urètre. Ici, c'est l'orifice du méa. En arrière, c'est l'ouverture vaginale. En avant, c'est le clitoris. Et latéralement, les petites lèvres.
Alors, on va passer à la vascularisation et on l'étudie chez l'homme puis chez la femme. Les artères vont provenir pour la partie prostatique des branches vésico-prostatiques des artères vésicales inférieures. Si c'est les artères vésicales inférieures, branches de l'artère iliaque interne, qui va donner les artères vésicales, les branches vésico-prostatiques, que j'ai mis un trait pour les montrer en évidence. Ensuite, on va avoir pour la partie membraneuse des artères qui proviennent de l'artère rectale moyenne et des artères vésicales inférieures. Pour la partie spongieuse, ces artères vont provenir de l'artère du bulbe et des artères profondes et dorsales de la verge. Concernant l'artère de la bulbe, va provenir de l'artère pudendale, branche de l'artère iliaque interne. Donc, concernant la vascularisation artérielle, c'est par les branches de l'artère iliaque interne. Concernant le drainage veineux, les veines vont se rendre dans le plexus périprostatique et à la veine dorsale profonde de la verge. Ici, c'est une image montrant le drainage veineux de la verge et de la prostate. Ici, c'est le plexus veineux périprostatique qui va se jeter dans la veine iliaque interne. Donc, le sang veineux va être drainé vers la veine iliaque interne. Concernant le drainage lymphatique, alors, chaque partie va être drainée dans des lymphoneux différents. Pour la partie prostatique, ils vont se mêler à ceux de la prostate. Pour la partie membraneuse, c'est dans les lymphoneux iliaques externes. Et pour la partie spongieuse, dans les lymphoneux iliaques externes aussi. Concernant la vascularisation maintenant chez la femme, les artères concernant la partie de l'urètre supradiaphragmatique, elle est issue des artères vaginales. Concernant l'urètre périnéal, va provenir du rameau urétral de l'artère pudendale interne, branche de l'artère iliaque interne. Concernant le drainage veineux, alors le drainage veineux, il va se faire dans le plexus veineux rétropubien de Santorini, vers le plexus vaginal et les veines bulbaires. Ici, on voit très bien tout le réseau veineux chez la femme. Il va se faire vers la veine pudendale interne, puis vers la veine iliaque interne et vers la veine cave inférieure. On passe maintenant au drainage lymphatique qui va se faire au niveau des lymphoneux iliaques externes et internes. Ici, on a une image sur une vue antérieure qui montre les deux lymphoneux. Concernant l'innervation, chez l'homme, elle se fait par des nerfs issus des plexus hypogastriques inférieurs. Concernant l'urètre prostatique et membraneux, ils sont innervés par les nerfs prostatiques. Concernant l'urètre spongieux, par les petits nerfs caverneux de la verge. Donc, on voit très bien le plexus hypogastrique inférieur et les deux nerfs issus de ces derniers. Chez la femme, maintenant, on va faire l'innervation qui provient du plexus hypogastrique inférieur et du nerf pudendal pour son muscle sphincter. Ici, c'est le plexus hypogastrique inférieur qui va donner le nerf pudendal et le nerf du sphincter. Alors, comme conclusion, nous avons l'urètre, c'est le principal canal excréteur de la vessie, jouant un double rôle urogénital chez l'homme. La connaissance anatomique de ces différents segments et courbures constitue un élément essentiel lors du sondage urinaire, surtout chez l'homme, pouvant être le siège de plusieurs pathologies. Merci pour votre attention.